Bonjour à tous. Donc j'espère que vous avez digéré la première partie avec les travaux de Mendel. Donc tout se passe très bien pour l'instant. Les lois sont appliquées, loi de la première loi et la deuxième loi de Mendel sans aucun problème. Et là maintenant on va voir que Morgan en 1900 se rend compte qu'il existe d'autres possibilités et que les chiffres ne sont pas toujours les mêmes. Donc il a trouvé une théorie chromosomique et il a trouvé qu'il y avait des gènes qui étaient parfois portés soit sur le chromosome Y, soit sur le chromosome X. Du coup, les résultats théoriques donc des premières et deuxièmes lois de Mendel ne marchent pas dans ces cas-là. Et il a aussi montré que les gènes occupaient un locus, ou loci au pluriel, c'est du latin, hein, donc c'est pour ça. Et donc du coup, il a déterminé les endroits précis où pouvaient se tenir donc les gènes. Et c'est à cause de ça que justement certains résultats n'obéissent pas aux lois de Mendel. Et pour faire cette étude, il a pris une mouche qui s'appelle la drosophile, qui est une mouche très petite, la mouche du vinaigre. Hein. Pourquoi ? Je vous l'explique en dessous. Hein. D'abord, elle n'est pas méchante. Elle se nourrit facilement en laboratoire. Elle est très prolifique puisqu'en 15 jours, il y a plus de 100 descendances. Donc facile à observer, visible en plus avec des chromosomes géants. Donc tout ce qu'il faut pour travailler très facilement. Donc vous avez beaucoup d'expérience avec la drosophile sur Internet. Et bien lui, il ne s'est pas gêné, bien sûr, pour en faire. La première expérience, donc, il a pris un mâle avec les fameux yeux blancs mutants et une femelle de souche sauvage à yeux rouges. Donc vous les avez ici. Et là, tout se passe bien. En F1, il obtient quoi? 100% de yeux rouges. Donc vous connaissez la première loi maintenant. Vous savez donc que les yeux rouges sont dominants et on est bien d'accord. On est bien avec la première loi de Mendel, pas de problème. Et quand on recroise mâle et femelle, on obtient 3 quarts, 1 quart, donc les fameux pourcentages de la deuxième loi de Mendel. Donc jusque-là, tout se passe bien. Donc maintenant, on change le sexe. Au lieu de prendre le mâle mutant, on prend la femelle. Et là, comme je vous l'ai mis, on n'obtient plus du tout les mêmes résultats. Et là, on obtient, au lieu d'avoir 100%, on obtient 50-50. Et en plus, d'un côté, c'est que des femelles, et de l'autre côté, c'est que des mâles. Alors là, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est là où, bien sûr, il a mis en évidence que le gène était porté par le X dans le chromosome sexuel, donc par le X. Et là, on voit bien le X. Donc là, il a pris le mâle aux yeux rouges, la femelle pure, donc avec le X, avec le petit b en minuscule. Hein. Donc j'espère que vous vous êtes entraîné. Là, vous voyez la correction que vous êtes arrivé à le remplir, hein, les fameux tableaux. Et là, on obtient donc 50% de femelles aux yeux rouges et 50% de mâles. Donc déjà là, catastrophe. Pourquoi? Et c'est Morgan qui a trouvé donc l'explication. Et quand on recroise les F1, hein, donc on n'a pas le choix, hein, une femelle ici aux yeux rouges et un mâle aux yeux blancs, donc on reprend ici, et bien on obtient donc 4 fois 25, hein, on n'a plus du tout le 75 et 25%. Donc voilà, quand on obtient 4 fois 25 en génération F2, c'est qu'on est sur un gène indépendant, sur un chromosome sexuel. Voilà, donc ça c'est les pourcentages bien sûr à apprendre. Alors sur internet vous avez souvent pour les yeux blancs, il y a white en anglais, hein, donc vous avez souvent le W. Moi j'ai mis B hein, pour que ce soit plus facile. Et là bien sûr c'est le fameux brassage interchromosomique en anaphase 1 qui fait partir d'un côté le X et qui fait partir de l'autre côté le Y. Et là bien sûr il n'y a pas photo. Hein. Morgan a aussi trouvé pourquoi parfois les expériences ne marchaient pas du tout avec les lois de Mendel. Il a découvert que les gènes n'étaient pas toujours séparés. Ils pouvaient être sur la même chromatide.
Donc là, vous avez les gènes qui sont indépendants, une chromatide, un gène, une autre, un, etc. Et là, quand ils sont liés, ben, les deux sont sur la chromatide. Donc vous vous rendez compte qu'au moment de la séparation de l'anaphase 1, eh bien, la chromatide en entier avec ces deux gènes vont partir soit d'un côté et pareil de l'autre. Donc là, les résultats, vous allez voir, n'ont rien à voir avec les résultats de Mendel. Donc là, je vous ai mis un petit dessin en dessous pour montrer qu'aussi, le fameux brassage intrachromosomique de la prophase 1 où il y a un échange ici d'un petit bout de chromatide, vous voyez la couleur verte et la couleur bleue, et alors la chromatide après va s'en aller d'un côté et la chromatide de là va s'en aller de l'autre, et bien sûr il va y avoir des résultats tout à fait différents. Je vous ai mis en bas une image que j'ai trouvée avec le résumé d'un côté gène indépendant, gène lié, un petit peu la même chose que j'ai dit mais sous forme un petit peu plus concrète. Et Morgan a donc dit le premier que les gènes étaient sur des loci, donc chacun avait un locus, et qu'il y avait donc un pourcentage de recombinaison. Et on verra, on parlera de phénotypes recombinés. Et plus ils sont éloignés, bien sûr, entre eux, au bout des chromatides, plus ils ont de chances de partir sur l'autre chromatide. Et par contre, il a donc écrit en 1920 des cartes génétiques, entre autres de la drosophile, et là vous voyez que, mettons, le gène de l'antenne courte se trouve au bout de la chromatide. Par contre, le gène du corps noir, il est carrément à côté du centromère, donc lui, il a beaucoup moins de chances de partir au moment de l'anaphase ou au moment de la prophase 1, alors que les yeux bruns, comme vous le voyez, est en bas, celui-là est complètement en bas. Plus où est ma souris. Ah oui, elle est là. Et donc a beaucoup plus de chances de sortir. Voilà, donc ça on ne vous demande pas de la prendre, hein. C'est pour vous montrer qu'il a, voilà, qu'il a trouvé exactement les endroits. Et que là, il pouvait bien sûr expliquer pourquoi les petits bouts de gènes ou de chromatide eh ben, s'échangeaient. On va essayer de démarrer la transmission de deux caractères cette fois-ci. Donc grâce à ça, on comprend maintenant, vous avez vu le monohybridisme, et là on va passer au dihybridisme avec dominance. Et le premier cas sera le cas du dihybridisme à gène indépendant. Oui, parce qu'il y a le gène lié que Morgan a trouvé. Et lui, donc, il a confirmé les travaux de Mendel dans le cas de dihybridisme et dans le cas de gènes indépendants. Et comme le dit le mot, dihybridisme, on va prendre deux caractères cette fois-ci. Et là, on va prendre la couleur du corps et la forme des ailes. On va croiser deux lignées pures. Corps gris, aile longue, corps ébène et aile vestigiale. Et comme vous voyez déjà le résultat ici, on a 100% de corps gris, aile normale. Donc du coup, enfin qu'on dit longue, hein, entre autres, on sait qu'il est dominant. Donc déjà, je peux écrire GG en majuscule, LL en majuscule, et par contre, le corps ébène et les ailes vestigiales, on va les mettre en minuscule parce qu'ils sont bien sûr récessifs. D'ailleurs, ça a été ces deux expériences de dihybridisme ont été le sujet de rock de 2013, hein, du bac. Donc là, vous avez le croisement donc, des parents purs, donc GL avec GL et EB avec VG. Donc on a 100% de GL, puisque c'est dominant, mais ils sont tous hétérozygotes, bien sûr. Et quand on recroise, et là, je ne sais pas si vous êtes arrivé à faire donc le tableau du F2 qui est assez compliqué. Bon, après, il faut être bien méthodique. Hein, prendre le G avec le G, le mettre là. Le L avec le L, le mettre là. Et ainsi de suite. Le G avec le G avec le VG, etc. etc. avec le EB, etc. Par contre, il y a quelque chose de très important que j'ai mis ici. Si on décide de mettre les gènes du corps en premier, point virgule, les gènes de l'aile en deuxième, on ne change plus.
On met pas les ailes un coup devant et le corps après, ou le corps avant. Voilà, une fois qu'on a décidé qu'on met le corps avant, on le met toujours avant. Donc la couleur grise ou la couleur ébène doit toujours donc être en première position, avant le 2 points. Donc si vous respectez ça, si vous remplissez tout ça, eh bien vous tombez sur 1 16e, 3 16e, 3 16e, 9 16e qui sont qui sont les vrais chiffres, enfin les chiffres de départ de Mendel dans le cas de gènes indépendants. Et ça, Morgan l'a reprouvé sans aucun problème en disant qu'attention, c'était bien des gènes indépendants, et dans ce cas-là, on retombait exactement sur les chiffres de Mendel. Et en faisant le test cross, on retombe avec, donc là on prend le F1 et on prend un parent pur sauvage, et là on tombe sur 25, 25, 25, 25. La moitié sont des phénotypes recombinés qui n'existaient pas avant, et la moitié on retombe sur des phénotypes parentaux. Et là on se rend compte en faisant ce test cross qu'on a effectivement bien le dihybridisme comme l'avait dit Mendel. Voilà, donc là c'est quand tout se passe bien, comme tout se passe normalement, avec effectivement les gènes indépendants. Et on va voir bien sûr la prochaine fois que quand les gènes sont liés, et bien sûr ça ne marche pas du tout de la même façon. À la prochaine vidéo.